Comme ça fait 4 mois qu'on en parle, comme je suis le dernier à intervenir, je ne sais pas trop ce que je vais encore pouvoir vous raconter. Je pense qu'ici, tout le monde est convaincu. Donc bon, je vais vous raconter mes vacances. Pendant mes vacances, je cours sur le chemin du halage, le long de la Somme, et j'aperçois quoi? Les racines des arbres sous l'eau, tellement on les voit parce qu'il n'y a plus de flotte. Je regarde les rieux des ortillons, ils sont à sec, il n'y a plus que de la vase à l'intérieur. Je vois ça, moi qui suis toujours un inquiet, qui dit à mes enfants la pluie c'est la vie, je rentre à la maison et j'envoie un mail au préfet en lui demandant est-ce qu'on peut avoir des informations sur le niveau de l'eau. Et il me répond, il me dit les cours d'eau présentent un niveau historiquement bas. Cette inquiétude se trouve renforcée par le niveau des nappes sur chaque secteur et il nous faut avoir une attention redoublée sur l'eau potable. Voilà à quoi on devrait se préparer. Voilà ce qui devrait nous réunir ce soir. Voilà ce sur quoi on devrait imaginer. Le manque d'eau pour l'agriculture, le manque d'eau pour l'énergie, le manque d'eau pour l'industrie, pour les piscines et pour la cuisine. Alors que là, on sait que, comme toujours, ils vont prendre de tout en haut des mesures dans l'urgence et qui vont être du coup ressenties avec violence. Mais c'est à ça qu'on devrait se préparer. Est-ce qu'on va devoir se rationner? Si oui, sur quoi? Qu'on en discute ensemble. Est-ce qu'il faut passer du maïs au sorgho? C'est ça dont on devrait discuter. C'est affronter ce vaste défi, ce défi climatique où il faut tout changer, tout transformer. Transformer l'agriculture, transformer les logements, la rénovation thermique de 5 millions de passoires thermiques. C'est de ça, comment on fait des ateliers de réparation par quartier, par canton, pour plus racheter des téléphones portables tous azimuts. Voilà qui devrait être notre sujet permanent. Et à la place de ces 12 travaux d'Hercule qu'on devrait être en train de mener, on a des minus, on a des minables, on a des Midas, qui ne pensent que par l'or, et qui nous mènent une réforme. Pourquoi? Pour économiser 0,1 point de PIB. Ils sont minables. C'est pour ça que je disais, ils font pitié. En un moment où les hôpitaux manquent d'infirmières, où les écoles recrutent leurs profs en job dating, où dans les trains, il y a un manque de conducteurs, tout comme les chauffeurs pour les autocars, où pour réparer les réacteurs, il faut qu'on fasse venir des soudeurs du Canada, où on a une pénurie de médicaments, où on voit que le marché nous mène en permanence au chaos et au désordre, où si tout ça ne fonctionne pas en même temps, ce n'est pas l'effet d'une coïncidence, il n'y a pas de coïncidence à ça. C'est 40 ans de modération salariale, c'est 40 ans de compétitivité, c'est 40 ans de réduction des déficits. Quelle est la mère des réformes de Macron? C'est comme ça qu'il en parle. Quelle est sa vaste ambition réformatrice? C'est 2 ans de plus. 2 ans de plus pour Marie-Agnès, parce que dans mes vacances, je suis aussi allé à la centrale nucléaire de Civaux. Voilà, il faut savoir s'amuser dans la vie. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des agents d'entretien qui sont à 31 jours de grève pour leur salaire, parce qu'à 1 375 €, elles ont du mal à vivre. Et quand elles racontent où elles en sont de leur corps, j'interroge souvent sur les corps, et ben, c'est une qui s'est fait le tendon de son doigt qui a été coupé par une machine quand elle travaillait dans l'industrie. Une autre, c'est les lombaires qui ne vont pas du tout. Une autre qui s'est fait opérer des cervicales. Voilà ce que sont les corps déjà à 53, 55 ans. Et pousser ça, puisqu'on l'a vérifié avec le simulateur, il va falloir qu'elles poussent. Elles devaient partir à 62 ans, ça sera maintenant 63 ans et 3 mois. Voilà concrètement, pour ces femmes, voilà sur qui ils font peser leurs petites économies. Pendant qu'ils servent les Crésus, ils leur remettent des légions d'honneur en secret. Tout ça, je le dis, ils font pitié, ce sont des minus et des minables. Pourquoi? Parce que normalement, ils devraient nous parler de l'art d'être grands-parents. Ils devraient nous parler de comment on anime le comité des fêtes dans les villages. Qui le fait? Ils devraient nous parler du bonheur, et à la place, on voit la vision étriquée qu'a Emmanuel Macron et les siens, parce que Emmanuel Macron n'est que la voix d'une classe. La voix étriquée quand il va au salon de l'agriculture et dit « Regarde les éleveurs, ils n'ont pas de jour férié, pas de samedi, pas de dimanche », et qui donne ça en exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une vision de l'homme
Il n'a une vision de la femme, de l'humanité, qu'enfermé dans le rôle de consommateur et de producteur. C'est le même qui a remis le travail du dimanche et qui vient pour rallonger l'âge de la retraite. Et évidemment, pour nous, tout l'enjeu, c'est comme d'être des hamsters qui demandons à sortir de cette cage où il veut nous enfermer, la cage de la production, la cage de la consommation. Alors j'avais des choses vachement intéressantes à dire, mais ils ont un train à prendre. C'est vrai, on est large ? Bon. Je voudrais expliquer un truc. Bon, là, un peu technique, entre guillemets, quoi. Mais cette réforme va produire 150 000 à 200 000 précaires de plus. Déjà, moi, dans ma campagne, je le voyais, c'était des gens qui n'arrivent pas à la retraite, qui sont placés en inaptitude, en incapacité, au RSA, et qui ont fait un tunnel entre le moment où ils arrêtent de travailler parce qu'ils ne peuvent plus, ou alors parce qu'ils sont licenciés, et le moment où ils accèdent à la retraite. Là, on va rallonger ce tunnel de 2 ans. Résultat, c'est mesuré, ça va faire 150 000 à 200 000 précaires en plus. Là, premier effet qui se coule. Le deuxième effet, pas cool en fait, c'est l'OFCE qui le mesure et qui dit ceci. Le choc de population active entraîne une hausse du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il va y avoir plus de main-d'œuvre, il va y avoir plus de chômage, et donc du coup, ça va faire baisser les salaires. Ça a été mesuré par l'Observatoire français de la conjoncture économique qui dit que ça sera moins 3% sur 10 ans. Il faut comprendre que ce n'est pas anecdotique. C'est au contraire, moi je pense, le cœur de leur réforme. Le cœur de leur réforme, c'est de peser sur les salaires. Yann disait, c'est la lutte des classes. Warren Buffett disait, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et pour eux, il s'agit là de continuer à peser sur les salaires alors que le rapport de force pourrait s'inverser. Pourquoi le rapport de force pourrait s'inverser? Parce que pénurie d'infirmières dans les hôpitaux, parce que pénurie de profs dans l'enseignement, parce que pénurie de chauffeurs routiers, parce que pénurie de conducteurs de train, parce que pénurie de soudeurs, parce que pénurie dans le bâtiment. Et donc tout ça pourrait faire gagner le travail face au capital. On est dans ce temps-là. Et donc dans ce temps-là, il faut qu'il pèse au maximum pour réinverser le rapport de force et pour le ramener de l'autre côté. C'est quoi? Et il faut bien voir que chacune de ces contre-réformes sont liées. C'est la réforme du chômage, où les gens n'auront pas le choix. C'est la réforme des retraites, et ça va être une loi sur une immigration sous condition de travail. Et il y a un lien très fort entre ces trois textes qui ont pour but d'étendre les réservoirs de main-d'œuvre pour faire restaurer le rapport de force en faveur du capital contre le travail. Et ça, ils le font au nom du travail, au nom de la valeur travail. C'est-à-dire que plus ils écrasent le travail dans les faits, plus ils le célèbrent dans les discours. Maintenant, qui y croit? Il n'y a plus personne qui y croit. C'est là, vous savez, c'est un peu comme le coyote dans les Tex Avery. À un moment, il court, et c'est le vide en dessous. Le vide, c'est 7 Français sur 10 qui ne veulent pas de cette réforme. C'est 9 salariés sur 10. C'est tous les syndicats unis. Mais c'est une base politique extrêmement étroite qui fait que dans la Somme, là on est dans un petit îlot macroniste de la Somme, mais c'est que une députée sur les 5 dans la Somme qui est macroniste. Et c'est sur cette base sociale extrêmement étroite qui prétend imposer au corps social tout entier sa contre-réforme. C'est dans notre coin, il faut le signaler, Péronne, Albert, Doulan, Friville, Escarbotin, Abbeville, c'est quoi? C'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui prend son auto, c'est la France qui va au boulot et c'est la France qui a mal au dos. Voilà la France qui se réveille aujourd'hui. Que faire alors? Que faire alors? 2 choses. Le 7 mars. Le 7 mars, ici, l'intersyndicale a fait le choix que ça se passe sur les ronds-points. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et il faut prendre des tracts pour ça. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut ramener les collègues, les copains, les cousins. À Abbeville, par exemple, je le signale, il va y avoir un rond-point qui va être occupé par des artisans et des commerçants. C'est un signe. Qu'est-ce qu'il nous faut faire le 7 mars? Il nous faut mettre la France à l'arrêt pour arrêter Macron. Qu'est-ce qui doit se passer? Parce que c'est les seuls qui l'écoutent. Il faut que les patrons ils prennent leur téléphone.
Il faut que le patron de Procter il prenne son téléphone. Il faut que le patron de Dallop il prenne son téléphone. Il faut que le patron de Auchan il prenne son téléphone et qu'il dise « Arrête tes bêtises !» Nous, on veut faire tourner nos boîtes. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. La seule solution, c'est que les patrons appellent Macron et voilà ce qu'on doit commencer à faire le 7 mars, puis le 8 mars, le 9 mars et le 10 mars. Mais à la limite, je dirais, ça, alors au boulot avec les tracts, ça, il faut y aller. Mais je dirais ça, c'est les syndicats qui le font mieux, qui le font maintenant depuis 1 mois et demi, 2 mois, qui nous ont préparés dans les esprits quasiment depuis l'été, qui nous ouvrent le chemin aussi de l'unité, et c'est là-dessus que je veux en venir. Le deuxième but, je le dis à mes collègues Olivier, Marine, Benjamin et Yann, c'est qu'il faut un débouché politique à cela. Il faut un débouché politique. Le débouché politique de mai 68, c'est mai 81. Le débouché politique de décembre 95, c'est 1997. Le débouché politique de la lutte contre les réformes de retraite sous Sarkozy, c'est 2012. Il nous faut aujourd'hui, nous avons le devoir ici, de rouvrir un chemin d'espérance. Je le dis dans une région où, vous le savez, 8 députés sur 17, parce que pour moi, il y a seule la Picardie existe, un Picardie Independence, je ne parle pas des Hauts-de-France, où 8 députés sur 17 sont au Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le devoir, nous qui sommes ici à cette tribune, nous avons le devoir d'apparaître comme une option. Nous avons le devoir d'apparaître comme une solution, sans marcher vers la déception, vers la trahison. Notre devoir, face au chaos du marché, face au chaos macroniste, c'est de rassurer. Oui, les gens ont besoin aujourd'hui d'être rassurés, qu'on apparaisse comme une force de transformation et de stabilité, qu'on apparaisse comme des femmes et des hommes de bonne volonté, de bon sens, de décence, face à une quasi-démence en face. Ensemble pour que les Français simplement vivent de leur travail. Leur travail présent, c'est le salaire. Leur travail passé, c'est leur retraite. Un travail avec des droits, et notamment le droit au repos. Ensemble que grâce au travail, grâce à un travail reconnu, rémunéré, remettre sur pied l'hôpital, l'école, le rail, l'énergie, l'industrie. Ensemble pour que les Midas ne dirigent plus le monde, pour que cesse leur tyrannie de l'argent. Ensemble pour que la transformation écologique soit menée dans le respect, dans la paix. Ensemble pour que résonne à nouveau le mot bonheur, et qu'il y ait pour ça de la place dans tout le cœur. Ils font pitié. Ils font pitié, mais nous devons porter une fierté, une grandeur, malgré les petitesses, malgré les bassesses. Nous devons être à la hauteur d'une nation, à la hauteur des millions de Français qui tiennent à bout de bras notre pays debout, à la hauteur des périls de notre époque. On ne va pas faire le serment d'Amiens, mais voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire à tous les quatre, je pense qu'on a un devoir pour une région comme la nôtre et pour le pays tout entier. Mais avant ça, il y a le 7 mars. Il faut réussir le 7 mars. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on pense 7 mars. On va pisser, c'est 7 mars. On petit déjeune, c'est 7 mars. On passe à la case du supermarché, c'est 7 mars. On voit les parents d'élèves, c'est 7 mars. Il faut réussir à bouger tout ça pour que, comme l'écrivait Simone Veil à propos du Front populaire, et je pense qu'on vit peut-être un temps comme celui-là, il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va.